Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Perrine. Bonjour Perrine. Tu es la deuxième Perrine invitée sur ce podcast. On dit toujours jamais 2 sans 3. Donc, avis aux Perrines, manifestez-vous. Tu connais l'histoire du canari, Perrine? Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Alors, je serais aussi un oiseau. Moi, j'adore le merle, qui est mon oiseau préféré, qui est souvent l'oiseau qui est pas toujours très aimé parce que noir, etc. Mais moi, justement, je l'adore parce qu'il est noir et qu'il a une touche de couleur orange. Et j'adore son chant. Je trouve que son chant incarne la liberté pour moi. Et c'est mon oiseau que j'entends. C'est l'oiseau parisien qu'on entend partout. C'est l'oiseau que j'entendais quand j'étais enfant. Donc, j'ai l'impression que c'est l'oiseau qui m'accompagne toute ma vie. Donc, c'est le merle, mon animal et mon oiseau préféré. Waouh, il incarne la liberté. Qu'est-ce que c'est pour toi, la liberté, grand mot? La liberté, grand mot. Alors, je sais que c'est un mot que tu affectionnes parce que j'ai quand même écouté tes podcasts avant de pouvoir échanger avec toi. Oh, merci, quel honneur. Écoute, la liberté, pour moi, c'est déjà de pouvoir être en accord avec qui je suis, tu vois, de pouvoir respecter mes valeurs, respecter ma personne, mon intégrité, déjà. Et puis en cette période de post-Covid, appelons-la la post-Covid, c'est aussi la possibilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir voir les gens qu'on aime. C'est déjà beaucoup. Donc on s'est rendu compte aussi que cette liberté était déjà hyper importante. Et quel est ton métier aujourd'hui? Alors mon métier, je suis Business Development Manager. Donc je suis en charge de créer des partenariats avec des grands groupes français ou des institutions. Aujourd'hui, je travaille notamment sur un programme qui s'appelle le Bootcamp numérique, qui est un programme de formation au marketing digital pour les jeunes issus de milieux prioritaires, et qui permet du coup d'accélérer la transformation aussi numérique des entreprises, puisque ces jeunes vont être en alternance dans des entreprises. Donc c'est un programme naissant que nous lançons, et donc je travaille avec plein de super partenaires sur ces sujets-là, avec un partenaire qui s'appelle Origami, un partenaire qui s'appelle la Fondation TF1, et d'autres qui sont en train de nous rejoindre, des associations, des institutionnels. Donc un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Et comment t'expliques ton métier à tes enfants? Alors mes enfants pensent que le Google c'est moi. Donc Ah ouais. demande à Google. Alors je leur explique que voilà, ce n'est pas le cas. Mes enfants, je leur explique que, alors notamment il y a quelque temps, je travaillais sur un partenariat avec la SNCF. Partenariat que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette entreprise. Et donc ça c'est facile à expliquer. Je leur ai expliqué que Google travaillait avec la SNCF pour améliorer les services des usagers des trains. Donc ça, c'était facile à comprendre. Là, sur une formation de marketing digital, c'est un peu plus compliqué. Donc, je leur explique le principe de la formation, que c'est une école pour des jeunes, pour apprendre un nouveau métier et qui vont aller travailler en entreprise comme papa et maman. Donc, génial. En fait, du coup, tu leur expliques ton métier à travers des projets et non pas à travers une fonction, si je comprends bien. Ouais, absolument, parce moi, tu vois, le titre Business Development Manager, c'est, voilà, ça, évidemment, enfant, tu comprends pas ce que ça veut dire, et peut-être même adulte, tu comprends pas forcément ce que ça veut dire. Et moi, mon métier, c'est vraiment des projets, en fait. Je travaille sur des projets qui vont durer 6 mois, 1 an, et puis après, je vais passer à un autre projet qui va durer 6 mois, 1 an, ou il y en a plusieurs en même temps. Et puis, j'ai aussi des projets, on va dire plutôt people. On a la chance, donc, chez Google, de pouvoir
travailler sur des projets en plus de ce qu'on aime faire, en plus de ce que notre job nous demande de faire, de travailler sur des projets qu'on aime faire. Et moi, je suis très attirée par les projets humains, donc je travaille sur beaucoup de projets aussi pour les collaborateurs en interne. Des projets aussi de partenariat avec des associations. Donc, et ça, c'est la liberté que l'entreprise nous offre et qui moi me permet du coup de me déployer sur des projets qui me tiennent personnellement très à cœur aussi. Et justement, qu'est-ce qui te motive, le matin pour aller au travail? Alors, je suis pas beaucoup allée au travail ces derniers temps, on va dire, pour aller dans mon bureau. Qu'est-ce qui me motive? Écoute, moi, mon driver principal, c'est l'impact que je peux avoir sur les gens, en fait. C'est ça qui me fait lever le matin. Donc, que ce soit sur des jeunes ou des entreprises, que ce soit sur l'impact que je peux avoir sur les collaborateurs, euh, sur mes pairs. Enfin voilà, c'est vraiment moi ce driver-là qui m'anime aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est Et ça qu'est qui me fait lever le matin. et qu'est-ce qui pourrait te démotiver à y aller? Euh, je pense que c'est la complexité des relations qui parfois, quand tu es quelqu'un qui aime bien l'harmonie, quand tu as des relations un peu complexes, et il y en a forcément dans le travail puisqu'on est des êtres humains, donc forcément tout n'est pas, les relations sont pas toujours roses. Bah ça me prend de l'énergie de devoir gérer des conflits. C'est pas forcément ce que je préfère. Et comment tu penses que ton métier va évoluer dans le temps? Alors moi, j'ai un métier qui évolue de toute façon tous les jours. En fait, ce que je faisais j'ai commencé mon poste il y a 2 ans. C'est déjà plus la même chose aujourd'hui. Donc moi, je suis vraiment en mode projet et donc du coup, en fait, c'est selon les priorités de l'entreprise, mon job évolue en fait. Donc, voilà, là, je suis sur des problématiques plus RSE, on va dire. L'entreprise va de plus en plus sur des sujets comme ça. Donc c'est possible que j'aille de plus en plus sur ce genre de sujet, mais voilà. Je suis dans une entreprise, tu vois, ça fait 13 ans que je suis chez Google, c'est une très longue période. Et l'entreprise a tellement changé, tellement évolué que tu vois, avec le recul, si tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais eu du mal à te dire ouais, dans 5 ans, c'est ça qui va se passer. On est dans un environnement qui évolue tellement, toi tu le connais, en plus cet environnement, l'environnement de la tech est un environnement qui bouge tellement que c'est difficile de voir à plus de 6 mois ou un an parfois. Donc, Finalement, selon toi, ces métiers, ces fonctions qui évoluent par projet, est-ce que c'est spécifique au secteur de la tech? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'étend finalement à d'autres secteurs, toi qui travailles justement en collaboration avec, les autres secteurs? écoute, non, je pense pas que ce soit spécifique parce qu'en fait, finalement, tous mes interlocuteurs dans les autres, chez mes partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, corporate, associatifs, en fait, je travaille qu'avec des gens qui travaillent aussi comme ça, qui travaillent par projet, parce que par nature, je travaille sur des projets et eux travaillent par projet, et on se retrouve comme ça. Donc non, je pense pas que ce soit spécifique à la tech. Je pense qu'il y a certains jobs qui sont spécifiques dans les entreprises, en tout cas celles que je peux connaître. Hein. Je vais pas te faire de généralisation sur toutes les entreprises, mais les entreprises avec lesquelles moi je peux travailler, les partenaires avec lesquels je peux travailler, mes interlocuteurs travaillent comme ça aussi. Parce que finalement, c'est, presque, à l'inverse, d'un contrat de travail sur une fiche de poste, puisque les projets, la mission peut changer en fonction. Et donc, est-ce que tu choisis tes projets? Est-ce que tu donnes ton accord sur les projets? Comment ça se passe? Alors, je pense que c'est pas blanc ou noir, tu vois. Enfin, on sait pas. Je décide de tout et ça, j'ai pas envie de le faire. Non, non, ça se passe pas comme ça. Je pense que ça se passe en discussion avec mon manager, des opportunités qui arrivent. On se dit tous les deux que c'est intéressant. Je me pose toujours la question sur est-ce que je vais apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que ça va me permettre de développer des nouvelles compétences ou de rencontrer des acteurs que je connaissais pas avec des problématiques que je connaissais pas? Ce qui est le cas là du projet dont je te parlais de formation au marketing digital. Je découvre le monde de la formation que je ne connaissais pas du tout. Je découvre des acteurs Mmh. institutionnels que je connaissais pas du tout. Donc je réfléchis plus en termes d'intérêt personnel évidemment, mais aussi de comment je vais pouvoir me développer sur ces projets. Est-ce que c'est prioritaire pour l'entreprise parce que je suis quand même là pour aussi servir une entreprise.
Et puis donc ça se passe en discussion avec ma ligne hiérarchique. Parfois c'est moi qui propose, parfois c'est eux qui proposent et voilà. Ça se passe comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que je suis là depuis longtemps. Enfin, ça permet aussi du coup, d'avoir des connexions en interne, un réseau qui te permet d'être au courant de tel projet, etc. Et de te dire, tiens, ça serait chouette que je puisse bosser là-dessus. Ou des gens qui pensent à toi parce qu'ils ont déjà travaillé avec toi et qui se disent, ça serait chouette qu'on puisse retravailler ensemble. Donc mais c'est comme en fait, c'est comme pour tout le monde, c'est des opportunités qui arrivent et ce sont des opportunités internes chez Google, mais ce sont des opportunités où tu te crées ou qui arrivent à toi. Donc, d'un côté, tu as développé des super compétences de gestion de projet. Mm-hmm. Et d'un autre côté, finalement, à chaque projet, tu apprends, tu rentres en profondeur sur un nouveau sujet. Comment est-ce que tu as appris à devenir une chef de projet? Où est-ce que tu as appris ça? Et comment est-ce que tu te débrouilles pour apprendre à apprendre comme constamment sur tous ces nouveaux sujets qui t'arrivent ou que tu saisis? Alors sur l'apprentissage de la gestion de projet, écoute, moi j'ai fait quelques années dans l'équipe stratégie et opération, qui est une équipe où il y a beaucoup de consultants, pas que, hein, il y a aussi des gens issus des équipes commerciales, mais il y a beaucoup d'anciens consultants qui sont dans ces équipes-là, et du coup qui eux ont appris la gestion de projet. Enfin, quand t'es chez McKinsey ou BCG pour ne citer, t'apprends la gestion de projet. Donc moi j'ai appris en les regardant, j'ai appris en leur demandant des conseils, et j'avais un manager et un collègue qui étaient très 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 bons en gestion de projet, donc j'ai appris en les observant. Et après, moi, dans la gestion de projet, je suis pas non plus une maniaque du suivi quotidien de chaque tâche, etc. Je le fais aussi un peu avec ma rondeur, sans être forcément extrêmement rigoureuse et rigide, mais voilà. Donc moi, j'adore ça en fait. J'adore animer une équipe projet. J'adore embarquer les gens sur un projet. Puis après, sur l'apprentissage en général. En fait, moi, j'adore commencer un projet d'un sujet que je connais pas, et la façon dont je le fais, c'est que c'est toujours c'est beaucoup par l'humain et par les rencontres. En fait, je vais faire énormément de réunions avec des gens en interne, en externe, rencontrer des personnes qui s'y connaissent, qui sont experts, pour réussir à me nourrir. Faire des recherches, lire, et les débuts de projet sont toujours un grand bonheur pour moi, parce que c'est un moment où du coup il y a un apprentissage vraiment vraiment très fort. Donc voilà, je dirais c'est assez classique comme moyen d'apprentissage, mais ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes et d'apprendre plein de nouvelles choses, et ça c'est extrêmement excitant. Et toutes les deux, on s'est rencontrées grâce à Isabelle Cros pour parler notamment de coaching. Tu te formes actuellement au coaching. Tu déploies un projet de coaching interne chez Google. D'où vient cette démarche Alors, écoute, ouais, effectivement, je me forme au coaching depuis une petite année dans un organisme qui s'appelle International Mosaic. Et en fait, écoute, j'avais deux objectifs. Moi, j'avais un objectif de développement de compétences professionnelles, en me disant, voilà, moi, ma vision du manager est quand même une vision d'accompagnement et de développement de compétences de son équipe. Et je me suis dit, au fait, le coaching, c'est quand même une des meilleurs moyens, un des meilleurs outils pour pouvoir faire ça. Donc, pourquoi, selon toi? Parce que je pense qu'on sort de plus en plus du manager contrôle, manager micromanager, pour donner de plus en plus de liberté et d'autonomie à une équipe. Et ma vision du rôle du manager, c'est un manager qui va accompagner son équipe à grandir, et qui sera pas là forcément pour donner les solutions et expliquer tout le processus et tout comment se passe. Et en fait, le coaching te permet de poser des questions pour que les personnes, alors on va dire ton équipe, puissent obtenir les réponses par elles-mêmes. Et c'est ça que je trouve puissant en fait, c'est la capacité à poser des questions pertinentes qui permettront à la personne en face de trouver ses propres clés.
Et donc ça, c'est valable en fait dans un rôle de manager, mais c'est valable dans des relations avec des partenaires, c'est valable dans tes relations avec tes enfants, etc. Bon, sans tomber dans la caricature de la mère coach, mais en tout cas, ce sont des compétences que tu peux quand même réutiliser beaucoup. Et puis ce Une que je trouve aussi... compétence transversale comme pourrait être finalement la gestion de projet. Exactement, exactement. Et puis ce que je trouve passionnant aussi dans cette formation de coaching, c'est que tu apprends à te connaître toi-même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, en fait, ça m'aide au quotidien. Enfin, ça m'aide pour tout. Pareil, c'est une compétence transverse de se connaître. Et c'est vrai que on ne nous apprend pas ça à l'école, de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, euh, nos préférences. Enfin voilà, c'est des choses que tu apprends finalement au fur et à mesure de ta vie. Et là, j'ai un petit coup d'accélérateur avec la formation. Et comment tu souhaites du coup appliquer cette nouvelle compétence dans ta vie pro chez Google? Alors donc tu le mentionnais, hein, le programme existait déjà au niveau IMIA depuis quelques temps, mais donc je travaille avec mon manager Jalil Chiki et une de mes collègues Souline Drouet sur le lancement du coup, enfin sur la mise en place d'un programme de coaching en interne pour les équipes commerciales. Où du coup il y a une formation qui existe pour les managers en interne pour leur apprendre la posture de coach, pour leur apprendre l'écoute, pour leur apprendre comment poser des questions justes, enfin, voilà comment se développer en tant que manager sur ces questions-là pour pouvoir accompagner leurs équipes. Et du coup donc moi je travaille sur ce projet-là et puis je propose aussi mes services aux équipes. Tu parlais d'Isabelle Cros tout à l'heure. Isabelle Cros, elle travaille donc chez Danone en tant que coach interne et la structure de coaching interne chez Danone est extrêmement solide et mise en place depuis longtemps. Alors je pense que Google, on est une entreprise où voilà, on est peut-être un peu plus enfin, c'est différent, l'organisation est forcément différente, on est moins procédurier. Je connais peu Danone, mais en tout cas, moi, je peux te parler de Google, on n'est pas très procédurier. Donc, on lance des initiatives et après, c'est chacun s'en empare s'il le souhaite. Il n'y aura pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation de mise en place de ces sujets, mais en tout cas, c'est une offre de service supplémentaire qu'on offre aux managers et qu'on offre du coup aux collaborateurs qu'on appelle les Googlers. Pour que eux aussi puissent se développer sur ces sujets-là. Et quel est l'enjeu de la mise à disposition de cet outil du coaching pour toi en interne? Il y a un enjeu, je pense encore une fois autour de cette autonomie et puis aussi alors j'ai utilisé un anglicisme, mais d'ownership. En fait, je pense on est dans une entreprise, enfin je suis dans une entreprise où l'autonomie et vraiment la responsabilité de chacun est extrêmement mise en avant. Et du coup, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour donner de l'autonomie et responsabiliser aussi les équipes et les contributeurs individuels. Je trouve que quand tu es coach aussi, mais quand tu es coaché, il y a une grande fierté à trouver quand même les solutions et les réponses par toi-même. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment puissant pour que quand tu es face à un problème avec je sais pas, un problème, tu as une préparation de rendez-vous à faire, tu es pas sûr de comment tu veux le faire, etc. Et qu'en fait, tu es accompagné par un coach, ton manager ou un autre manager, pour trouver les réponses par toi-même. Et du coup, tu grandis énormément si c'est ça plutôt que la personne te dise en fait tu devrais faire ça. Je pense que l'apprentissage est quand même bien plus puissant quand ça se passe comme ça. C'est un sacré défi pour le management, car on a plutôt dans les écoles de management, les écoles de commerce, on apprend à être le sachant, l'expert, celui qui donne la vision, qui prévoit donc la stratégie, qui est la mise en œuvre finalement de la vision. Donc on est plutôt amené à être en posture de sachant. Comment les managers s'y retrouvent et retrouvent leur légitimité
C'est une très bonne question. Écoute, alors nous, on n'a jamais été non plus une entreprise où le manager était tout puissant dans le contrôle absolu. Donc, de toute façon, il n'y a pas le chemin à parcourir n'est pas non plus gigantesque. Par contre, on a toujours été avec une population assez jeune qui avait envie du coup de faire par elle-même. Donc je pense que cette posture, elle est pas, tu vois, c'est pas une transformation radicale de l'entreprise. Je pense que c'est une évolution, mais c'est pas une transformation radicale. Mais je pense que du coup, ça se passe aussi par notamment ces formations. Tu vois, tu ne décrètes pas coach du jour au lendemain. C'est quand même, alors, évidemment, quand tu te professionnalises, tu as une formation longue comme ce que je peux faire là. Mais déjà donner les clés à un manager pour qu'il se sente légitime, je pense que c'est déjà essentiel. Et puis, on est quand même pas mal dans l'entreprise à travailler dans le collectif. Tout se décide pas dans un coin par une poignée de personnes, sans qu'il y ait de partage du tout avec le reste des équipes. Pour te donner des exemples, c'est une entreprise où il y a des communications hyper régulières du top management. On a ce qu'on appelle les fameux Thanks God It's Friday. Tous les jeudis où notre PDG Monde va nous partager la vision de l'entreprise, va nous expliquer dans quelle direction on va, pourquoi on va le faire, parler des sujets qui sont parfois complexes, nous expliquer que telle sortie produit ou service, pourquoi on le fait, etc. Et puis les managers s'exposent de toute façon beaucoup parce que il y a régulièrement des enquêtes qui sont faites auprès des salariés 2 fois par an auprès de leur équipe pour faire du feedback sur leur manager. Et ça, c'est discuté en équipe. Donc de toute façon, c'est vrai que c'est compliqué pour les managers parce qu'ils doivent s'exposer, mais ça fait partie de la culture d'entreprise d'avoir des managers qui sont dans l'échange, qui sont dans le partage avec leur équipe et qui s'exposent parce que en fait ils partagent, ils ont des discussions sur voilà ce que vous m'avez dit comme point d'amélioration, parlons-en ensemble, etc. Moi, c'est des choses que j'ai régulièrement avec mon manager. Tout régulièrement. À chaque fois qu'il y a une enquête, on a une réunion tous ensemble pour discuter de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Et ça se passe au niveau managérial, mais tout à tous les échelons de l'entreprise. Donc oui, c'est complexe, ouais. mais ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise. Et pour moi, c'est une brique supplémentaire. C'est pas une révolution. C'est une chose qui arrive en plus pour les managers en fait. Donc ce n'est pas la fin du management, ce n'est pas la défaite du management. Non, moi j'y crois pas du tout à la défaite du management. Je pense plus vraiment que le rôle du manager vraiment est en train d'évoluer vers plus d'accompagnement, et sans doute plus vers on voit pas mes mains, mais sur un principe de sans doute plus d'égalité et de voilà, plus de collaboration, d'humilité et de vulnérabilité du manager plus que ce que peut-être qu'on a connu auparavant. Donc je parle pas de Google spécifiquement, je pense que c'est l'évolution du manager qui pour moi va plus dans cette direction. Et encore une fois, ce qu'on a vécu là sur les derniers mois, forcément il y a eu moins de contrôle, il y a eu plus d'autonomie des salariés et il y a eu plus de partage de pouvoir aussi du coup dans un certain sens. Donc, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer sur les prochains mois avec les retours sur site dans toutes les entreprises, parce que il y a forcément des choses qui ont été acquises, et je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Mais oui, moi, je pense que le rôle du manager est vraiment clé, mais quand il est dans une posture plutôt d'accompagnement et de développement de ses équipes, plus que une posture de contrôle. Donc finalement, par rapport à ce sujet du coaching interne, la culture d'entreprise, le fait également que vous ayez une population jeune qui a envie d'être vraiment en responsabilité, avec de l'autonomie, de la capacité de prise d'initiative, c'est vraiment porteur. Est-ce qu'à l'inverse, tu rencontres des freins, des défis, des questions? Par rapport au coaching interne, tu veux dire? Ouais. Je pense que là, une des complexités, c'est alors il y a deux sujets qui sont ressortis dans les discussions qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Déjà, c'est la différence entre le mentoring et le coaching. Je pense qu'il y a une vraie pédagogie à apporter pour expliquer ce que c'est que le coaching, et que le coach n'est pas là pour apporter les réponses. Le coach n'est pas là pour faire partager son expérience
et expliquer, c'est ce que je te disais, hein, expliquer ce que la personne doit faire. Donc je pense qu'il y a une pédagogie à avoir là-dessus. Ça fait très longtemps que le mentoring est développé chez Google et qui continue à exister, hein. Et je trouve ça super que ça existe, de pouvoir aller voir des gens un peu plus seniors que toi et de leur demander leur avis sur une question et apprendre de leur expérience. Donc ça c'est maintenu et ça existe, et vraiment j'encourage tout le monde à pouvoir utiliser ces principes de mentoring. Donc il y a mentoring versus coaching, et puis après je pense que la complexité c'est de passer d'avoir une posture de coach pour le manager, et que la personne, enfin son report aussi accepte que son manager soit dans cette posture-là. Donc nous, ce qu'on a fait pour éviter ça aussi, c'est que comme les managers sont formés à la posture de coach, c'est que tu puisses te faire coacher par quelqu'un d'autre que ton manager, pour pas te mettre du coup mal à l'aise par rapport au fait que tu te livres quand même quand tu es coaché, tu montres aussi ta vulnérabilité. C'est pas toujours simple de montrer sa vulnérabilité à son manager. Donc du coup, on a ouvert le programme aux équipes elles peuvent donc être coachées par n'importe quel manager dans l'organisation, ou par des gens qui sont formés au coaching. Donc voilà, je pense qu'il y a cette difficulté-là, et puis la difficulté du coup de la confidentialité. Je pense que les gens sont capables de garder les séances de coaching confidentielles, mais il faut que cette confiance soit créée, et être sûr que du coup, quand tu vas parler à un manager, quel qu'il soit, la discussion reste confidentielle et qu'elle soit pas utilisée pour une revue de performance ou partagée à ton manager, etc. Donc il y a cette confiance qui doit être créée, mise en place. Et c'est essentiel pour moi dans une relation de coaching de savoir que tu peux parler sans que ta discussion soit partagée avec ta responsable des ressources humaines. C'est quand même hyper important. Sur la posture de coach, c'est bien le coaché qui reste expert de sa vie, expert de son poste, et donc aussi à l'origine de l'objectif du coaching. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout le débat entre coaching interne, coaching externe, quels sont les enjeux, et pourquoi développer le coaching interne versus le coaching externe? Alors il n'y a pas de versus, les deux sont possibles en fait. Tu peux te faire coacher en externe. On a un programme un programme de financement du coaching externe. Donc si tu le souhaites, tu peux aussi te faire accompagner par du coaching externe. Je pense que les deux sont complémentaires. Tu vois, on n'oppose pas du tout les deux. Là, l'idée est de se dire que une fois par mois, tu peux avoir une conversation de coaching avec ton manager sur un problème business ou interne je sais pas, de gestion de projet interne, ou voilà. Enfin, tu peux avoir ton moment de coaching avec ton manager, tu peux avoir un moment de coaching avec un autre manager, tu peux avoir un moment de coaching avec un coach interne, et tu peux aussi choisir de te faire accompagner par un coach externe, et Google participera à un pourcentage du coût de ton coaching externe. Donc c'est plutôt des et plutôt que des ou des mais. C'est dans la question plus qu'autre chose. Le et plutôt que le ou, Voilà. grande base aussi en coaching. Et c'est une initiative mondiale, locale? Alors c'est une initiative de mémoire, donc IMIA, Europe, Middle East, Afrique. Il y a une communauté de coachs qui existe dans cette zone géographique, et puis ensuite chaque pays décide de le mettre, de le porter en interne. Donc voilà, nous, ce que je te disais, mon manager, ma collègue et moi, nous sommes les trois qui portons cette initiative, évidemment accompagnés des ressources humaines. Mais ce projet représente finalement aussi une grande partie de la culture de Google. C'est que tu peux travailler sur des projets qui sont en dehors de ton périmètre à toi, que la partie des ressources humaines n'est pas uniquement l'apanage des ressources humaines. Tu vois, là, je commence aussi à travailler sur le plan du futur du travail chez Google. Je travaille ça avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément RH. Évidemment, les RH sont impliqués.
Mais on a la chance de pouvoir travailler sur ces sujets-là si ce sont des sujets qui nous intéressent. Et du coup, je trouve ça très malin parce que en fait, tu te retrouves avec des collaborateurs qui sont passionnés de ces sujets-là et qui permettent du coup de faire avancer ces sujets. Et voilà, et qui accompagne en accompagnant les ressources humaines. Donc enfin, tout le monde est content du coup. Quand on a parlé de ce projet ensemble, quand tu m'as expliqué la démarche, ça m'a vraiment interpellée car moi je suis assez persuadée que finalement quand les personnes sont vraiment, alors c'est un mot à la mode, hein, alignées entre comme tu dis, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs forces, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies et la réalité de leur métier au quotidien. Voilà, je suis assez persuadée qu'ils sont d'autant plus vertueux pour ceux qui les entourent, pour la planète, et que cet alignement-là, il est clé. Et ça fait finalement quand on parle de coaching dans le cadre de l'entreprise, on fait rentrer la question du développement personnel et donc éventuellement de transformations profondes qui peuvent être déclenchées par les valeurs des individus qui les portent. Donc Ouais, je suis tout à fait alignée, mais 100% alignée avec ce que tu dis. Moi, je crois énormément au développement de la connaissance de soi en entreprise, notamment parce que encore une fois, c'est ce que je te disais au début. Je pense qu'on nous a pas appris ça. Et c'est un chemin personnel. Je ne dis pas que l'entreprise doit forcer les gens à faire du développement personnel, mais je pense que c'est un beau cadeau à faire à ses collaborateurs et que c'est vertueux pour l'entreprise. Et tu parlais de l'environnement. Moi, je suis persuadée que le sujet de l'écologie pourrait régler. Alors c'est beaucoup m'avancer, mais en tout cas pourrait être, voilà, on pourrait l'accompagner, ce sujet de l'écologie, en faisant en sorte que les gens se connaissent mieux, se respectent mieux et du coup respectent plus les autres et respectent plus leur environnement. Donc c'est aussi pour ça que je me suis engagée. L'écologie personnelle. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je me suis commencer. engagée dans le coaching. J'avais une envie de me dire, en fait, j'ai envie que les gens se connaissent mieux, soient plus alignés avec leurs valeurs, et du coup. Quand tu es apaisé avec tout ça, du coup, tu es apaisé avec les autres et tu es apaisé avec ton environnement, en fait. Et en se disant que ça passera par l'humain et ça passera par le mieux-être de l'humain, de pouvoir avoir un environnement qui soit, du coup, lui aussi apaisé. Donc après, voilà, c'est un peu ésotérique, mais c'est comme ça aussi que j'imagine les choses. Idéalement, cette démarche, si elle se déploie, qu'elle se met en œuvre, tu la verrais déclencher quoi au sein de l'entreprise? Amener quoi de positif? Écoute, moi, je suis très à l'écoute de toutes ces nouvelles formes d'entreprises. On en avait parlé, hein, des entreprises. Alors, j'aime pas forcément le mot entreprise à impact, mais ces entreprises qui se disent d'abord, je m'occupe de mes salariés, ensuite je m'occupe de mes partenaires, ensuite je m'occupe de l'environnement et ensuite ce sera la société. Encore une fois, avec du et pas du ou. Et s'occuper de ses salariés, c'est aussi voilà, c'est aussi leur offrir la possibilité de se mieux se connaître. Et le mieux se connaître, si tu es mieux avec toi, bah, tu seras mieux avec tes partenaires, mieux avec tes clients. Tu te poseras des questions sur l'impact de tes activités A sur la communauté ou A sur l'environnement. Ça entraîne le questionnement. Ton questionnement personnel entraîne ton questionnement externe. Et on s'était aussi, tu te souviens la dernière fois, on en avait aussi parlé du désir. Je pense que se poser des questions permet de aussi questionner tes désirs et de pouvoir confronter tes désirs intrinsèques avec tes désirs extrinsèques. Et je pense que ça, c'est un vrai moteur pour l'entreprise. Faire en sorte que les gens puissent découvrir leurs désirs internes et non plus forcément leurs désirs externes, de gagner de l'argent, de manager la plus grosse équipe, etc. Et de se dire en fait quel est mon désir intrinsèque, comment moi j'ai envie de me mettre en mouvement, qu'est-ce qui me met moi en mouvement, puisque du désir découle le mouvement, découlent les émotions, et c'est voilà, je pense que en fait le coaching, ou en tout cas on va dire
la connaissance de soi, parce que le coaching est un outil pour découvrir qui tu es, qui est une quête de toute une vie, te permet aussi de revenir à l'essence de qui tu es et à tes désirs profonds. Et c'est merveilleux si l'entreprise peut être l'endroit où tu te réalises et tu réalises tes désirs. Voilà, la partie philo. C'est intéressant parce qu'on parle souvent des change makers, c'est-à-dire les personnes qui arrivent et qui arrivent pour changer l'entreprise et qui ont la responsabilité de mettre en route la machine à changer, la dynamique à changer l'entreprise. Et finalement, là, tu évoques un rôle presque plus politique de l'entreprise, où l'entreprise pourrait être aussi un lieu de transformation, d'épanouissement individuel, avec libérer la capacité d'avoir de l'impact sur son environnement plus largement. Ah bah, enfin, on passe tellement de temps en entreprise que ce serait quand même dommage de dire qu'on n'a pas d'impact sur le monde dans lequel on vit, en fait. Donc oui, l'entreprise doit être un vecteur de transformation, doit participer doit être un acteur de la société, mais elle l'est déjà par défaut. Après, c'est à l'entreprise de mettre le curseur au bon endroit. Mais l'entreprise est un acteur de la société, par défaut. Enfin, c'est très trivial ce que je te dis, mais c'est la réalité. Et souvent, on a tendance à penser que l'entreprise, c'est uniquement le profit. Et non, ça n'est vraiment pas que ça. Et pour moi, c'est la conséquence, ça n'est pas l'objectif. Donc, et moi, je suis mariée avec un entrepreneur PME, entreprise familiale, et je vois bien l'impact qu'il a sur sa communauté, sur l'écosystème dans lequel il est. Il emploie 600 personnes, il a donc 600 salariés, qu'il a la responsabilité d'offrir du travail et de les aider à développer leur quotidien. Donc j'ai la vision extrêmement gros groupe Google multinational, mais j'ai aussi cet ancrage local avec mon mari qui est implanté en Île-de-France, qui fait vivre un environnement, et je pense qu'il faut pas oublier cette vision-là de l'entreprise. L'entreprise fait partie de la communauté. C'est quoi ta vision de l'entreprise rêvée? Si t'enlèves toutes les limites, tous les freins. Toutes les limites, tous les freins. Écoute, moi là, le point de départ reste toujours l'humain et le salarié. Enfin, je pense que tout doit, enfin, ta puissance dans une entreprise, c'est le salarié, c'est l'humain. Enfin, tout vient de là en fait. Et du coup, c'est pour moi le point central, c'est de pouvoir créer ton entreprise autour de l'humain, autour du désir de cet humain, qui permet du coup derrière de pouvoir dessiner un futur commun. Et dans laquelle la créativité s'exprime, dans laquelle il y a de l'autonomie, où on peut mettre sa vulnérabilité en avant, où les émotions peuvent être exprimées, où du coup t'as pas besoin, enfin où tu peux, je vais lire en positif, où tu peux être celui que tu es dehors en fait, tu vois, sans mettre le masque que certains se mettent en entreprise, où du coup on peut avoir des émotions, on peut dire qu'on est triste aujourd'hui, on peut dire que on est en colère, on peut dire qu'on est heureux, où tout ça se partage. Bon, la créativité est hyper importante. Je pense que c'est des endroits où les entreprises doivent être des endroits de créativité. Voilà, en gros. Et quelle serait ta plus grande peur dans l'évolution de l'entreprise? Ma plus grande peur. Écoute, franchement, je pense que c'est vraiment c'est de vivre en vase clos et d'être complètement coupé de ce qui se passe dehors en fait. C'est de se dire en fait tu vis dans ton aquarium et tu te rends pas compte de l'impact que tu as sur ta communauté, tu te rends pas compte de l'impact que tu as sur l'environnement, et ton idée c'est juste d'avancer sans forcément prendre compte de ce qui se passe autour de toi, quoi. Et quel est ton canary call à toi?
Écoute, c'est vraiment de travailler. Enfin, je vais repartir sur cette notion de désir, mais moi, je pense que c'est hyper important qu'on s'interroge tous sur nos désirs profonds et sur nos désirs humains personnels, en essayant de se couper de cette société qui nous incite à réfléchir qu'à des désirs extrinsèques. Donc vraiment de pouvoir se poser, prendre son temps, réfléchir à vraiment ce qui nous anime, et du coup comment on peut se déployer et pour avoir du coup cet impact sur notre communauté et sur notre environnement. Vraiment. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ. C'est quels sont nos désirs. Merci Perrine. Pour conclure, quelle musique, quel titre aimerais-tu écouter là maintenant tout de suite? J'aimerais écouter une chanson de The Specials qui s'appelle A Message to You, Rudy. Eh bien, c'est parti. Merci Perrine. Merci. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.